Dans ma vie quotidienne, il y a 4 choses que j'adore faire mais qui me prennent malheureusement beaucoup trop de temps. Le true crime, le maquillage, forcer mon chat à faire des câlins et bien manger. Alors quand HelloFresh m'a contacté et m'a proposé de tester une de leurs box pendant une semaine pour manger plus équilibré, plus varié et sans prise de tête, j'ai tout de suite accepté. C'est parti pour la découverte, voyons voir ce qu'on a là. En fait, HelloFresh, c'est un service de livraison de recettes à domicile, c'est-à-dire que vous ne recevez pas des plats préparés, mais des recettes avec des petites fiches qui vous indiquent comment les réaliser et tous les ingrédients qui sont nécessaires à la préparation du plat. Ce qui est vraiment cool, c'est que c'est hyper personnalisable, c'est-à-dire qu'il y a plein de types de recettes différentes. Par exemple, moi j'ai choisi de recevoir que des recettes végétariennes. Vous pouvez aussi choisir par rapidité, par facilité, si vous voulez par exemple que ce soit des basses calories, etc. Il y a plein de catégories. Ensuite, vous choisissez le nombre de repas que vous voulez recevoir dans votre box et le nombre de personnes adaptées. Bien évidemment, c'est sans engagement, donc vous pouvez arrêter les livraisons quand vous le souhaitez, mais aussi sachez que c'est possible de suspendre son abonnement si par exemple vous êtes absent pendant 2 semaines parce que vous partez en vacances. C'est très facile de mettre sur pause, donc je trouve que c'est un fonctionnement vraiment simple, donc il n'y a pas d'obligation du tout. Et voilà. Le plat est terminé, il me reste plus qu'à rajouter les petites herbes aromatiques et les cacahuètes, ce que je vais faire de suite avant de goûter. Je peux déjà vous dire que ça sent très très bon. On dirait un plat de restaurant, non? Bon là vous avez l'assiette qui va pas forcément avec, mais... Franchement c'est trop bon. Je suis trop contente, on dirait vraiment un truc que j'aurais pu commander. Et c'est moi qui l'ai fait, je suis trop fière. Alors si vous aussi vous avez envie de tester l'aventure HelloFresh, eh bien on a un super code promo qui va s'afficher à l'écran juste maintenant et il vous suffit tout simplement de suivre le lien qui se trouve en barre d'infos et de rentrer ce code pour avoir une offre de bienvenue pour tester HelloFresh, voir comment ça se passe, si la formule vous plaît. Donc n'hésitez vraiment pas à aller dans la barre d'infos et à cliquer sur ce lien pour découvrir cette offre et puis vous m'en direz des nouvelles. Je remercie encore HelloFresh d'avoir été mon partenaire et maintenant sans plus attendre, on va passer à la vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet d'actualité comme tous les étés en fait, qui est la pyromanie. On en parle beaucoup en ce moment, malheureusement, avec les nombreux incendies qui font des ravages et qui sont parfois, même trop souvent, d'origine criminelle. Je me suis dit que c'était donc l'occasion de se pencher un petit peu plus sur ce phénomène et de tenter de le comprendre, ou du moins de trouver des pistes d'explication. Alors comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Commençons par une petite définition de la pyromanie. Ce terme a été employé pour la première fois en 1833 par le docteur et psychiatre français Charles-Henri Marc. Aujourd'hui, le dictionnaire du Robert définit le terme ainsi: impulsion obsédante qui pousse à allumer des incendies. Sur Wikipédia, on dit qu'il s'agit d'une impulsion caractérisée par une fascination extrême pour le feu qui, dans les cas les plus graves, pousse le patient à provoquer lui-même des incendies comme exutoire à un excès de tension qui provoque soulagement et gratification. La pyromanie serait donc un attrait extrêmement fort pour le feu chez certaines personnes, au point qu'elles soient incapables de contrôler leur comportement. C'est ce que sous-entend le terme d'impulsion qu'on retrouve dans les définitions. On comprend que cette fascination crée une tension interne très forte chez la personne et qu'elle ne peut être soulagée que en passant à l'acte de mettre le feu. On est donc clairement dans le champ de ce qu'on peut désigner comme un trouble mental ou un trouble psychologique. Sauf que la pyromanie a été retirée du DSM, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Si on la trouvait encore dans le DSM-4, elle ne fait désormais plus partie du DSM-5, celui qui fait autorité depuis 2013, même s'il n'est pas exempté de critiques, bien au contraire. D'ailleurs, un autre trouble des impulsions un petit peu similaire, la kleptomanie, a lui aussi disparu du manuel au même moment.
Cette décision de retirer ces pathologies du DSM, elle a été prise pour éviter qu'un diagnostic comme ça puisse servir à déresponsabiliser quelqu'un sur le plan pénal, mais aussi parce qu'on a estimé qu'il n'y avait pas assez de spécificité pour en faire un trouble à part entière. Alors pour cette vidéo, on va partir du principe assez simple qu'il s'agit d'un trouble des impulsions, tout simplement. Je vais quand même vous citer les critères qui étaient mentionnés dans le DSM-4-TR, donc la version révisée, à propos de la pyromanie, parce que c'est intéressant à regarder, ils étaient au nombre de 6. On avait allumage répété, délibéré et réfléchi d'incendie, survenant à plusieurs reprises. Ça indique la répétition et aussi la préméditation. Tension ou excitation émotionnelle avant l'acte. Bon, ça, c'est ce qui nourrit l'impulsion et l'incapacité à gérer le comportement. Fascination, intérêt, curiosité ou attirance pour le feu et tout ce qui s'y rapporte, matériel, utilisation, conséquences. Alors ça, on va dire que c'est un petit peu ce qui prédispose. Plaisir, gratification ou soulagement en allumant des incendies, en les contemplant ou en participant à des événements qui en résultent. Donc là, on voit qu'on parle du plaisir qui est procuré par les conséquences du passage à l'acte. Le feu n'est pas allumé pour un bénéfice commercial, ni pour manifester une idéologie politique, camoufler une activité criminelle, exprimer la colère ou la vengeance, améliorer ses conditions de vie, ni en réponse à des idées délirantes, à des hallucinations ou un trouble du jugement, par exemple dans la démence, le retard mental ou l'intoxication à une substance. Là, en gros, on exclut plein de situations où des personnes pourraient allumer un feu pour tout un tas de raisons qui sont assez bien détaillées. C'est vraiment la différence entre un incendiaire qui va mettre le feu à quelque chose pour faire passer un message, pour se venger de quelqu'un, pour nuire, etc. Et le pyromane qui lui agit pour son plaisir suite à des impulsions dont on a parlé précédemment. Et enfin, dernier point, l'allumage d'incendie n'est pas mieux expliqué par un trouble des conduites, un épisode maniaque ou une personnalité antisociale. Ça, c'est ce qu'on appelle le diagnostic différentiel, c'est-à-dire qu'on vérifie s'il n'y a pas un autre trouble qui pourrait englober les critères qu'on a repérés, mais qui pourrait mieux les expliquer. Certains ajoutent aussi dans les critères l'absence de remords. Ça déjà, c'était pour cadrer un petit peu la définition et qu'on parle bien tous de la même chose quand on parle de pyromane. Avant même d'aller plus loin et de chercher à comprendre les raisons qui poussent ces gens à allumer des feux, il faut se poser une autre question. Qui ? Existe-t-il un profil type du pyromane ? Oui, dans la grande majorité des cas, les pyromanes sont des hommes, environ 9 cas sur 10, d'à peu près tous les âges, ça commence souvent à l'adolescence, mais pas que, visiblement, et de toutes les classes sociales, même si certaines professions reviennent un petit peu plus souvent. C'est le cas par exemple des professeurs, des notaires et aussi des pompiers, on reviendra là-dessus tout à l'heure. C'est, encore une fois, je parle de manière générale, un homme marié ou en couple et bien intégré dans la société. De plus, il vit dans la région où il allume l'incendie, donc il fait ça pas très loin de chez lui. Puisque vous l'avez compris, ça arrive suite à une impulsion qu'il n'arrive pas à contrôler. Même si il peut souvent y avoir de la préméditation, il va pas partir à l'autre bout du pays pour commettre ce crime. Maintenant, on va essayer d'identifier un petit peu plus les facteurs qui poussent une personne à allumer des incendies. Dans le cadre du pyromane, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de recherche de vengeance ou encore d'une revendication. Le fait de mettre le feu ne sert pas à faire passer un message à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, la plupart des pyromanes ont eux-mêmes du mal à expliquer les raisons de leur passage à l'acte. Les explications qu'on donne aujourd'hui sont dites multifactorielles, c'est-à-dire qu'il y a souvent une accumulation de plusieurs facteurs. Il peut exister des facteurs biologiques à la pyromanie, c'est pour le moment qu'une hypothèse, mais il y a des chercheurs qui ont remarqué qu'on pouvait noter des déficits en glucose ou encore en sérotonine dans le liquide cérébrospinal de certains pyromanes, ce qui peut entraîner des troubles dans le contrôle des émotions. D'un autre côté, il y a aussi toute une panoplie de facteurs psychologiques et environnementaux. Alors quand je dis environnementaux, je ne parle pas évidemment d'écologie, mais je fais référence à l'environnement dans lequel l'individu a grandi et ou évolue. Ça peut être des maltraitances durant l'enfance, un ancien traumatisme, un trouble narcissique, une difficulté à exprimer ses émotions, du stress, de la dépression, de l'ennui, un trouble de la personnalité antisociale ou encore une paraphilie qui peuvent être des facteurs qui vont conduire à ce type de conduite criminelle. Pour la paraphilie, qu'on désignera ici sous le nom de pyrophilie, je sais pas si vous vous en souvenez, on en avait déjà discuté il y a très longtemps, notamment dans le cas d'Otis Toole. C'est un trouble relativement rare, mais qui consiste en une excitation sexuelle liée au feu.
Ça peut donc être une raison pour un individu d'allumer un incendie, mais l'excitation, elle n'est pas nécessairement sexuelle. L'adrénaline, qui est causée par le passage à l'acte, peut être recherchée par l'individu, surtout s'il a déjà eu une expérience plaisante en le faisant durant son enfance. Or, le feu fascine beaucoup d'enfants et d'adolescents, alors heureusement, la plupart de ceux qui ont commis la bêtise de mettre le feu à quelque chose dans leur jeunesse ne continuent pas à l'âge adulte parce que ils ont pris conscience de la gravité de cet acte, mais ça peut arriver qu'il y en ait quelques-uns pour qui ça continue. Et puis il y a aussi tout ce qui est de la médiatisation autour des incendies qui peut être une motivation pour un pyromane parce que c'est un événement qui prend parfois beaucoup d'ampleur, qui peut même aller jusqu'à faire la une des journaux télévisés, alors que ça part vraiment d'un tout petit geste. Ça va donner un sentiment de reconnaissance et de toute puissance à celui qui a mis le feu. C'est vraiment cette satisfaction de savoir qu'on est à l'origine de cet événement grandiose qui vient flatter l'ego, un petit peu de la même façon que certains tueurs en série adorent voir qu'on parle de leurs crimes dans les médias. Le cas des pompiers pyromanes est aussi super intéressant d'un point de vue psychologique, parce que là on va rester un petit peu dans cette démarche de recherche de reconnaissance, mais ça va encore plus loin, puisque ce sont des personnes qui vont allumer un incendie pour avoir la satisfaction d'être le héros qui va l'éteindre. On est assez proche du syndrome de Munchausen par procuration, qui consiste à faire du mal à quelqu'un d'autre pour pouvoir être ensuite celui ou celle qui va se sacrifier ou en tout cas prendre des risques pour sauver la situation. Je pense que si vous connaissez l'histoire de Gypsy Rose et Didi Blanchard, vous avez déjà entendu parler de ce syndrome et vous voyez de quoi je veux parler. Dernier point très intéressant à propos des pyromanes, c'est la passivité de la plupart d'entre eux. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, tous les pyromanes ne restent pas sur les lieux de leur crime pour observer l'incendie qu'ils ont déclenché. On estime que seuls 57% d'entre eux resteraient sur place après avoir démarré un incendie. D'autres se contentent simplement d'allumer le feu, puis y repartent, alors probablement par peur d'être pris, j'imagine, mais aussi parce qu'ils ont déjà obtenu le soulagement qu'ils recherchaient rien qu'en faisant l'action d'allumer l'incendie, et en fait la suite des événements les intéresse pas forcément. Et puis ensuite, si jamais l'incendie prend beaucoup d'ampleur, les pyromanes vont avoir tendance à ne pas assumer leurs responsabilités. Ils vont trouver des excuses pour se dédouaner, un petit peu du genre j'avais pas prévu qu'il fasse si chaud, je savais pas qu'il y aurait du vent, je voulais juste brûler un arbre, etc. Pour Pierre Lamotte, qui est psychiatre spécialisé en criminologie, les pyromanes sont plus proches du sentiment de honte que de la culpabilité. La honte, c'est quand on souffre d'être vu en faute. La culpabilité, c'est quand on se sent mal d'avoir mal agi. Quand ils se rendent, par exemple, c'est presque toujours parce que le feu a pris une ampleur imprévue ou parce qu'il y a eu une victime. Le pyromane a rarement la volonté de blesser. S'il y a un mort, la réponse est presque toujours la même « je n'ai pas voulu ça ». Mais il reste rare qu'ils se rendent et même avec les progrès de la criminalistique, les drones, l'analyse des départs de feu que l'on maîtrise de mieux en mieux, beaucoup de pyromanes passent encore entre les mailles du filet. On en attrape peu et on en guérit encore moins, seulement ceux qui acceptent de baisser la garde. La pyromanie est de ce fait propice à la récidive. Comme dans beaucoup de situations compulsives, l'impunité permet la reproduction. Aujourd'hui, la plupart des criminologues estiment que les pyromanes ne se distinguent pas particulièrement des autres criminels. En effet, on va retrouver dans leur profil le même type de parcours et les mêmes facteurs du passage à l'acte. Alors, il y a énormément de faits divers concernant des incendies volontaires chaque année, particulièrement en période d'été. Cette année, la France, elle a été justement très touchée par des incendies, qui soient accidentels ou criminels, et j'en profite pour adresser toutes mes pensées aux victimes, mais aussi aux personnes qui luttent contre ces feux pour limiter leurs ravages. En ce moment même, des gens mettent leur vie en péril quotidiennement et je tiens énormément à les saluer et les remercier pour tout ce qu'ils font. Pour continuer sur cette vidéo, je voulais vous parler d'un fait divers en particulier, même si quand on fait des recherches sur les pyromanes, on trouve énormément d'affaires. Il y en a une en particulier que j'avais très envie de vous raconter parce que elle est vraiment insolite. Malheureusement, comme vous allez le voir, cette histoire qui à la base pouvait prêter à sourire se termine par un drame et je trouve qu'elle vaut la peine d'être racontée. Il s'agit de l'affaire de l'incendiaire des Méharis. L'histoire se passe en France, plus précisément à Paris en 1973. Ça fait 5 ans que Citroën a sorti la Méhari, une voiture atypique qui a son charme, avec sa carrosserie entièrement faite en plastique et ses airs de jouet. C'est une sorte de Jeep légère qui est un véhicule de loisir qui évoque
immédiatement des envies de vacances et de bord de mer. Mais la méhari, pourtant adorée du grand public, va se faire au moins un ennemi. C'est à la fin de l'année 1973 qu'une première méhari est incendiée par un pyromane anonyme en plein Paris. Rien à ce stade qui puisse vraiment déclencher de grandes réactions, l'affaire est brièvement évoquée en quelques lignes dans la presse. Mais bientôt, une deuxième méhari est brûlée, puis une troisième, puis une quatrième, et ainsi de suite. Toujours à Paris, toujours en pleine nuit, sans que jamais on ne retrouve ni témoin, ni suspect. Les policiers arrivent toujours trop tard sur place et ils ne parviennent à relever aucun indice. Les médias commencent à s'intéresser à l'affaire et on surnomme le pyromane fou l'incendiaire des méharis. Alors que plusieurs dizaines de véhicules ont désormais été entièrement brûlés, parce que, en plus, la carrosserie en plastique, ça prend feu hyper facilement, les Parisiens propriétaires de méhari commencent à psychoter à juste titre. Il devient de plus en plus dangereux de laisser sa voiture garée dehors la nuit. Certains d'entre eux en perdent vraiment le sommeil, de peur d'être les prochaines victimes. Des experts tentent d'établir un portrait du criminel par des techniques de profilage. On dit que ce serait un pompier avec un trouble narcissique, en recherche de sensations et de reconnaissance, quelqu'un qui prend du plaisir à faire parler de lui, ou bien un alcoolique ou encore un simple d'esprit. Mais tout ça ne donne rien. Les policiers ne trouvent aucun indice, aucune piste pour désigner un suspect, alors le meilleur espoir qui reste, c'est de prendre le pyromane sur le fait. On va augmenter considérablement le nombre de patrouilles de police dans Paris et on poste 150 agents près de méhari garés dans la rue. Certains d'entre eux vont même jusqu'à passer des nuits entières cachés dans des arbres, dans l'espoir que l'individu soit pris la main dans le sac. La police ne sait pas jusqu'ici comment le ou pourquoi pas les pyromanes opèrent, elle ignore tout aussi sur ses mobiles. La carte est dressée au jour le jour, bien entendu. Chaque point rouge représente une voiture incendiée. Le pyromane semble partir de la frange 5e et 13e. Ce peut être un homme à pied, car étant donné les intervalles qui succèdent entre chaque incendie, il est parfaitement possible à un homme à pied de commettre ces méfaits. Et c'est dans la nuit du 8 au 9 février 1974 que tout bascule. Jusqu'ici, 62 méharis ont été réduites en cendres. Elles sont désormais toutes placées sous surveillance, sauf une. Cette voiture se situe devant un garage au 17 rue Baudricourt dans le 13e arrondissement. Il est un petit peu plus d'1h du matin quand la méhari s'enflamme et très vite, c'est l'immeuble devant lequel elle était garée qui prend feu à son tour. Les habitants de l'immeuble sont surpris par l'incendie dans leur sommeil et si certains parviennent à évacuer les lieux rapidement, d'autres se retrouvent pris au piège. 5 personnes seront gravement intoxiquées par la fumée et parmi elles, un homme perdra la vie. Et puis, suite à ce drame, la mystérieuse série s'est arrêtée brutalement. On n'a jamais retrouvé l'auteur de ces incendies. C'est quand même troublant, vous trouvez pas ? On peut supposer que le coupable qui a appris le décès d'un homme par sa faute a complètement arrêté de mettre le feu à des voitures par la suite. C'est peut-être cet élément qui lui a fait comprendre qu'il était allé trop loin. Mais pourquoi est-ce qu'il s'en prenait uniquement à des méharis ? Il y a certaines rumeurs qui disent qu'il aurait vécu une expérience traumatisante avec cette voiture, genre peut-être qu'il avait perdu un proche dans un accident. Pour d'autres personnes, c'était peut-être un concessionnaire de méhari qui les brûlait pour faire augmenter ses ventes. Mais personnellement, je suis pas vraiment convaincue parce que je trouve que c'est un peu contre-productif comme méthode et ça faisait plus de mauvaise publicité aux voitures qu'autre chose. Et puis, il y a eu une autre hypothèse intéressante dans cette histoire parce que quand même, c'est une drôle de coïncidence que la seule méhari qui n'était pas surveillée ait été prise pour cible. Certaines personnes se sont demandé si le coupable n'était pas lui-même un policier, ce qui expliquerait comment il est parvenu à échapper à toutes les patrouilles et à tous les agents qui étaient en planque depuis déjà des semaines. Peut-être que justement il était au courant d'où étaient postés ses collègues. C'est qu'une hypothèse, bien sûr, mais je vous avoue que je trouve ça troublant et j'ai hâte de connaître vos théories. Voilà donc pour cette vidéo sur le sujet de la pyromanie. J'ai essayé de pas trop la charger pour que ce soit pas indigeste. Si jamais vous voulez plus d'informations, notamment des chiffres, des statistiques, des données sur le sujet, n'hésitez pas à aller voir dans les sources qui sont listées en barre d'informations. Perso, j'ai décidé de les laisser de côté dans cette vidéo parce que j'avais pas trop envie de faire des grosses listes et que ça vous fasse un long catalogue hyper lourd en informations. Donc voilà.
J'espère vraiment que le sujet de cette vidéo vous aura intéressé comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires et puis si jamais la vidéo vous a plu, à me mettre un pouce en l'air et à vous abonner si jamais c'est pas encore fait. Je remercie encore HelloFresh d'avoir été mon partenaire pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur le lien qui est en barre d'informations et d'utiliser mon code pour tester leur service et vous régaler avec leurs recettes. Moi je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais plein de gros bisous et en attendant comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. But I won't be afraid of these cold lines on my face, for they may lead me to a better place. Will you remember what I've done? Will you remember where I've